On a tout le monde? D'accord. Bien. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs. Quel grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour l'ouverture de nos 28e rencontres nationales du transport public et de pouvoir enfin tous nous retrouver. C'est aussi pour moi une grande fierté de vous accueillir, a fortiori ici à Toulouse, en étant le premier président du GIE ici d'Agir Transport. Il fait bon vivre dans la métropole toulousaine. Elle réussit à concilier croissance économique, innovation, développement des services collectifs et cadre de vie. Son réseau de transport public est emblématique et ses nombreux projets de mobilité que vous allez découvrir autour de ces 3 jours montrent que c'est un axe fort du développement de la métropole. Elle était donc particulièrement indiquée pour accueillir notre événement que nous concevons avec le GART et l'UTP comme un espace privilégié de rencontre. D'ailleurs, alors que nous nous dirigeons vers la sortie de cette crise, en tout cas nous l'espérons, de cette crise sanitaire, c'est sous le signe de la rencontre que se place notre événement. Rencontres formelles, informelles, celles qui nous ont tellement manqué, celles qui font l'essence même des RNTP. Pendant 3 jours, vous allez échanger sur les problématiques du transport public, débattre des enjeux et des solutions, mais aussi découvrir des innovations à une période où la mobilité est mise à l'épreuve. Ces rencontres ont donc bien pour but de nous rassembler, d'abord en accueillant tous les acteurs, autorités organisatrices, opérateurs, constructeurs de matériel, équipementiers, cabinets d'ingénierie, fournisseurs de billettiques. Au total, 170 exposants sont ici réunis et marquent la reprise des affaires. On attend 6000 personnes pendant ces 3 jours. En accueillant tous les modes, train, métro, tramway, bus, car, vélo et même téléphérique, puisque ce mode sera bientôt inauguré à Toulouse, beaucoup de véhicules sont exposés également à l'intérieur et à l'extérieur. Et en s'ouvrant également de plus en plus aux start-up, on est passé devant dans cette visite, qui font bouger les lignes de vie à vive allure, en inventant de nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités. Les RNTP, c'est aussi le congrès du GART et de l'UTP. Au programme, 2 conférences plénières, 13 ateliers, 85 intervenants, experts du secteur qui vont venir échanger, débattre, présenter des expérimentations locales réussies. Cette année, la thématique, il n'y a pas fallu de la chercher longtemps, ça a été la relance. Les derniers mois ont démontré à quel point les transports publics sont essentiels à la vie quotidienne des Français. Et on sait que le transport public dispose d'atouts structurants. Préservation de l'environnement, cohésion sociale, développement économique. Enfin, des qualités que notre pays doit promouvoir et valoriser pour répondre aux défis du monde d'après-Covid. La profession salue bien évidemment l'effort budgétaire significatif pour abonder l'enveloppe du 4e appel à projet. Je laisserai le soin au GART et à l'UTP de réagir plus en détail sur cet aspect. Au-delà de cela, notre secteur, qui est fortement mobilisé à travers les AO et les opérateurs, souhaite avant tout avoir réellement le sentiment que le transport public est et sera au cœur de la lutte contre le changement climatique. Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, est un grand honneur et je tiens à vous en remercier tout particulièrement. Nous vivons le signe de votre ouverture au dialogue et à l'innovation. Nous avons besoin de vous pour remporter les défis environnementaux qui sont devant nous, mais aussi dans la sauvegarde de notre modèle économique, à la fois, là encore, pour les AOM et les opérateurs. Les rencontres, c'est aussi un événement hors les murs. Vous allez pouvoir, durant ces 3 jours de visite technique, sur les stands et les grands projets mis en œuvre sur le territoire. Et vous pourrez je vous invite à aller les voir directement dans la ville. Je tiens à saluer très chaleureusement tous nos partenaires institutionnels, la région Occitanie, Toulouse Métropole, tissé aux collectivités, et à les remercier pour leur accueil et leur soutien. Avant de céder la parole à Marie-Ange Debon, présidente de l'UTP, je voudrais simplement rappeler qu'après ces rencontres, maintenant que les événements peuvent à nouveau se tenir, nous vous attendons maintenant en 2022 sur notre salon parisien Youmo Expo qui aura lieu du 7 au 9 juin et nous retrouverons, j'espère à partir de là, un rythme normal. Merci à tous d'être revenus.
Je vous souhaite à la fois des rencontres riches et particulièrement agréables. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la région, Monsieur le président de la métropole, cher Marc, cher Louis. Nous sommes tous très heureux d'être aujourd'hui à Toulouse. Je crois que cette 28e rencontre a une saveur particulière. Ça a une saveur particulière évidemment parce qu'on est tous en physique. Terminer les rencontres par Teams interposés et très aseptisés. Nous sommes enfin tous ensemble. Cette saveur particulière, elle est aussi parce que nous sommes à Toulouse, qui est une ville inspirante. C'est inspirant par sa culture, son histoire, mais c'est inspirant aussi parce que c'est une ville qui croit dans le transport collectif, une des villes qui investit le plus aujourd'hui. Et c'est un message fort pour nous, opérateurs du secteur du transport collectif. Et puis c'est aussi une saveur particulière d'être ici parce que je crois que c'est l'occasion pour nous tous de remercier tous nos collaborateurs, tous les métiers du transport qui ont été présents au rendez-vous pendant ces mois de tensions fortes et de crise sanitaire. Je crois qu'on peut les saluer, les remercier, les féliciter. Ils ont tenu la barre pour permettre le maintien de l'offre et pour permettre aussi aux métiers essentiels d'être présents. Donc c'est un moment très, très particulier qui me paraît nécessaire de rappeler. C'est une saveur particulière aussi parce que c'est un moment particulier. Aujourd'hui, on vit une sorte de paradoxe un peu étonnant. J'ai l'impression que finalement, ça n'a jamais été aussi marqué et ça n'a jamais été aussi fort qu'on a la conviction tous que le transport répond à 3 exigences, que le transport collectif répond à 3 exigences. Marc l'a rappelé, évidemment, l'exigence environnementale, où nous n'avons jamais eu en France et en Europe autant la sensation, la conviction qu'il fallait bouger pour lutter contre le changement climatique. Donc le transport est une réponse à cette exigence. Mais c'est aussi un moment particulier parce que tout le monde a aussi la conviction que le transport collectif est très important pour l'inclusion sociale, la cohésion sociale dans un pays où on parle parfois d'archipel, où on a des fractures sociales et des tensions et parfois des multipolarités qui s'expriment. Et puis évidemment, on a tous la conviction que le transport, c'est une réponse au développement économique, ça désenclave les régions et ça offre aux entrepreneurs, aux entreprises, aux particuliers des solutions pour se déplacer. Et la démobilité n'est pas nécessairement synonyme de développement économique. Donc on a ce paradoxe où on a tous la conviction que le transport collectif est une réponse aux exigences qui font unanimité. Et pourtant, notre secteur est assez fragilisé. Et notre secteur a besoin de ressources. Il a été fragilisé par la crise. Il est fragilisé aussi par les difficultés ou les difficultés financières ou budgétaires qu'ont l'ensemble des collectivités ou même le gouvernement. Alors beaucoup d'efforts ont été faits. Je salue l'effort que les collectivités locales ont fait pour maintenir l'offre, qui a été très significatif. Mais les collectivités locales ont été fortement atteintes aussi, tant dans leurs recettes fiscales que dans leurs recettes commerciales. Le gouvernement a apporté des éléments de réponse et, Monsieur le ministre, nous vous en remercions. Et le dernier élément des 400 millions additionnels qui viennent renforcer l'appel à projets est évidemment un signe positif que nous accueillons comme tel. Mais il faut que nous arrivions collectivement à trouver une vraie réponse à ce paradoxe, une conviction très forte, tous ensemble, que le transport, tant urbain que ferroviaire, est une réponse à nos problématiques d'environnement, d'économie et d'inclusion sociale, et de voir notre capacité à faire venir des ressources auprès de ce secteur.
Moi, je vais me tourner vers l'avenir. On a 3 événements majeurs qui arrivent, qui sont l'occasion de réaffirmer cette place des transports collectifs. On a la COP26 à Glasgow, bientôt, où il faut que l'Europe rappelle cette place du secteur des transports collectifs. On a la présidence de l'Union européenne. Là aussi, la France peut jouer un rôle pour activer à l'échelle européenne et bien évidemment à l'échelle française de nouveaux financements. Et puis, bien sûr, 2022 sera une année riche en élections présidentielles, législatives. Donc l'UTP que je préside et tous nos adhérents, tant du secteur du transport urbain que du transport ferroviaire, nous serons présents pour vous alimenter en idées, en propositions, en recommandations, pas que financières, hein, mais aussi d'allègement d'un certain nombre de réglementations ou de facilitation de filières pour la transition énergétique. L'UTP ne manquera pas. Bientôt, nous allons publier un premier manifeste sur la mobilité durable. Mais au-delà, nous alimenterons avec un certain nombre de propositions les programmes à venir pour qu'on réaffirme tous collectivement que le transport collectif est une réponse majeure et doit avoir une place privilégiée dans les modes de déplacement de nos citoyens. Merci à tous et je passe la parole à Louis, je crois. Merci. Et Madame la Présidente, je me permets de vous remettre un gâteau d'un très bon faiseur de Toulouse au nom de l'UTP. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la région, Monsieur le maire, Madame la présidente de l'Union des transports publics et ferroviaires, Monsieur le préfet, qui est un connaisseur des transports publics, Monsieur le président du GIE, Monsieur Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, qui nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être présent, de même que Monsieur Philippe Duron, que j'ai vu là et qui est un personnage très important pour ceux qui s'intéressent au transport en France. Alors, Monsieur le ministre, Madame la présidente, mon cher collègue et vous tous, ce matin, ce n'est pas le soleil d'Austerlitz, mais presque. Par rapport à ces 2 années qui se sont écoulées, où c'était effectivement, tout le monde était aux abris, j'ai retrouvé le transport public. Vous l'avez vu. Eh bien, vous êtes là, vous êtes revenus, le stand, tous les stands sont là et vous avez un dynamisme. Vous l'avez vu, Monsieur le ministre, Madame la présidente, Monsieur le maire, vous l'avez vu. Il y a aujourd'hui un vrai dynamisme dans notre pays, dans les transports. Et vous l'avez dit, Madame la présidente, tout à l'heure, avec beaucoup, je dirais, d'émotion. Vous avez dit, ça y est, ça repart dans tous les sens. Donc, vous êtes la figure du renouveau, vous êtes emblématique d'un renouveau du transport public en France et de la mobilité en général. Alors, c'est donc pour moi un grand plaisir d'accueillir avec mes collègues, de vous accueillir donc au 28e rencontre nationale du transport public à Toulouse, qui est une ville emblématique de l'intermodalité et des transports en général. On y rencontre presque tous les moyens de transport collectif, de l'avion au tram, en passant par le téléphérique, dont nous aurons l'occasion durant ces rencontres de constater à quel point, Monsieur le maire, ce mode de transport est pertinent. Pendant des années, c'est resté en retrait. Le transport par câble, désormais, ça y est, il a droit de cité, y compris en France. Et vous êtes donc un exemple parfait dans ce domaine-là. Et Toulouse, vous le savez, est dans cette belle région Occitanie, dont le dynamisme en matière de transport est avéré, Madame la Présidente. J'en veux pour preuve qu'avec 34 projets proposés par les collectivités occitanes au 4e appel à projets, votre région, Madame la Présidente, arrive en tête pour le nombre de projets proposés. Rien d'étonnant donc que le premier GART régional, le GART Occitanie, ait été porté dans votre région à votre initiative. Bref, que ce soit au niveau de la métropole ou de la région, vous êtes en phase et vous êtes vraiment
un secteur où le transport peut se développer en France et donne l'exemple. Je souhaite d'ailleurs commencer mon propos, Monsieur le ministre, par quelques mots de rappel sur l'appel à projets. Pour mémoire, l'article 13 de la loi Grenelle prévoyait expressément une subvention des projets de TCSP par l'État à hauteur de 2,5 milliards d'euros avant 2020. Voilà ce que le Parlement avait voté à l'unanimité. Avec les 3 premiers appels à projets déjà lancés avant 2020, on en était seulement à 1,95 milliard. Le Gard tient une comptabilité précise là-dessus. Et le lancement, par vous, Monsieur le ministre, du 4e appel à projet en avril 2021, avec 450 millions de dotation initiale, était une bonne nouvelle que nous appelions de nouveau, mais qui ne permettait pas de rattraper totalement le retard accumulé avec presque 7 années où il n'y a rien eu. Avec les 50 millions de rallonge votés par les sénateurs et la toute récente décision du Premier ministre d'ajouter 400 millions supplémentaires, nous atteignons le double de la somme prévue initialement. Et donc, Monsieur le ministre, le retard est rattrapé, voire même vous êtes un peu en avance. On arrive désormais, chers amis, à une enveloppe globale de 900 millions. Elle est à la hauteur des 199 projets présentés par 111 porteurs pour un investissement global de 11,5 milliards d'euros. C'est un investissement massif en faveur des transports qui confirme, Monsieur le ministre, Madame la présidente des régions, qui confirme que les collectivités locales s'engagent résolument en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique. Certains en parlent. Les collectivités locales remplissent leur mission et bien entendu, nous attendons, ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Madame, que l'État soit à la hauteur. Les 900 millions nous ont fait vraiment plaisir et vont être utilisés totalement. Je sais à quel point, Monsieur le ministre, vous avez pesé pour obtenir cette avancée sensible qui était nécessaire, non seulement pour répondre au volume et à la qualité de l'engagement des collectivités locales, mais aussi pour permettre une forme de rééquilibrage du soutien de l'État au profit des AOM de province. Soyez-en sincèrement remerciés. En sa qualité de membre du jury technique de ce 4e appel à projet et de représentant national des autorités organisatrices de la mobilité, le Gard, bien entendu, s'est félicité de cette annonce. Nous attendons maintenant, avec impatience, la publication des résultats de cet appel à projet qui permettra le développement de nouveaux services de mobilité pour tous nos concitoyens. Cette aide supplémentaire concrétise le travail du Gard, des autres associations d'élus avec qui nous travaillons la main dans la main, comme France Urbaine, ADCF ou Régions de France. Une mobilisation puissante qui s'appuie également sur la proposition de la mission Duron de doubler l'enveloppe de cet appel à projet, ce qui confirme a posteriori le bien fondé de notre demande et votre initiative, Monsieur le ministre. Mais je me dois aussi de rappeler que le dispositif de compensation des pertes de versement mobilité prévu pour 2020 et réitéré en 2021 au travers de la clause de sauvegarde reste inefficace. En 2020, les AOM de province ont perdu 200 millions de versements mobilité. J'ai des témoins ici. Et 500 millions de recettes tarifaires, soit une perte de 700 millions. Elles n'ont été compensées que de 29 millions pour l'EVM et pour le reste, l'État nous propose 583 millions d'euros, mais d'avances remboursables. Et par définition, ces avances remboursables doivent être remboursées. Cette situation française, Monsieur le ministre, est quelque peu différente de celle de nos collègues allemands ou hollandais, par exemple, qui, eux, ont été nettement plus largement compensés.
Ce n'est donc pas plus de 15% de la perte du VM qui a été compensée, et ceci uniquement pour les syndicats mixtes. Nous souhaitons, comme le recommande d'ailleurs le rapport Duron, une équité de traitement entre la région parisienne et l'ensemble du reste de la France. Il ne peut pas y avoir une France d'en haut, tous les deux on le sait, tous les quatre on le sait, et une France d'en bas. Et donc on vous demande instamment de veiller à rééquilibrer cette situation qui a été mal vécue. Le rapport qui vous a été remis, Monsieur le ministre, par Philippe Duron contient par ailleurs de nombreuses préconisations qui sont largement soutenues par le GART, en plus de celles que je viens de mentionner et qui concernent nos ressources fiscales. J'insiste sur le maintien des avances remboursables pour les pertes de recettes tarifaires pour 2021, voire la possibilité d'une aide directe de l'État. Vous avez entendu tout à l'heure sur les différents stands l'évolution, le dynamisme des industriels qui sont capables aujourd'hui de mettre des véhicules électriques et plus nécessairement chinois. Voilà un grand progrès pour nous tous, pour notre industrie, pour nos emplois, qui sont capables de s'engager dans l'hydrogène, mais pour nous, ça coûte nettement plus cher. Donc, là encore, si vous pouviez nous accompagner davantage dans ce domaine, dans ces aides directes, nous vous en serions très reconnaissants. La sanctuarisation du VM, recommandée par le rapport Duron, est bien entendu quelque chose qui est fondamental pour la démarche et ce modèle économique des transports en France. Si on touche au VM, on touche au transport, et malheureusement, à ce moment-là, nous n'aurions plus du tout la même capacité d'agir. Mais je sais que vous y êtes sensible là-dessus, et donc je compte sur vous. La mise en place d'une nouvelle ressource dédiée affectée pour les AOM régionales et les AOM urbaines, qui en ont besoin, parce que 11,5 milliards d'investissements des collectivités, c'est l'argent de leurs contribuables locaux qui sont prêts, et ces élus-là sont prêts à faire un effort considérable. Chers amis, je ne sais pas si vous le savez tous, mais le premier budget aujourd'hui des métropoles ou des régions, c'est le budget de transport. Voilà. Voilà donc ce que nous faisons, nous les élus, et nous sommes très heureux quand nous sommes accompagnés par l'État. Face au réchauffement climatique inexorable, il me faut aussi parler de la transition énergétique. Récemment, le Premier ministre s'est ému auprès de moi que plusieurs métropoles soient en retard dans le processus de mise en œuvre de zones à faible émission. Certes, mais encore aurait-il fallu mettre en place un dispositif légal simple. En effet, écoutez bien, on s'est battu là-dessus, et on n'a pas obtenu satisfaction. Et c'est, je le dis publiquement, ce n'est pas au niveau du ministère qu'on a eu des problèmes, c'est ailleurs. Écoutez ce qui a été voté. La LOM, entre guillemets, a limité le contrôle des véhicules circulant dans les ZFE à 15% du flux moyen quotidien de véhicules et à un nombre de caméras égal à 0,025 fois la longueur du réseau routier en kilomètres inclus dans cette ZFE. Si quelqu'un peut m'expliquer, je vais demander au préfet, je le sens. Autant dire que le contrôle sera totalement inefficace, et au nom du GART, je ne peux, Monsieur le ministre, que m'élever contre la complexité de ce système tel qu'il a été prévu. Surtout quand je le compare avec les pays voisins en Europe, dans lesquels il existe aussi des CNIL et qui permettent d'avoir des choses mais simples et qui, à la seconde de près, avec les moyens modernes, n'identifient pas du tout le conducteur. Il se contente d'identifier un véhicule avec une plaque d'immatriculation. Et nous, les élus, on n'en sait rien, on s'en fiche. Bon. Et là, vous nous mettez en place quelque chose dont je me demande comment on va le faire, honnêtement. De même, des entraves ont été imposées aux collectivités dans la mise en œuvre de la transition énergétique pour les réseaux de bus. En effet, pour éviter les incendies dans les dépôts d'autobus électriques,
le ministère de l'Intérieur a fixé des normes de sécurité pour ces dépôts qui sont très contraignantes et qui risquent d'entraîner une mise à niveau hors de proportion avec le but recherché et qui pourraient pénaliser tous les réseaux qui s'orientent vers la transition énergétique, qui passeront ou qui essaieront de passer du diesel vers l'électrique. Ainsi, la capacité réelle des dépôts existants est-elle réduite de 20% quand il y a transition vers des bus électriques et quand les normes sont imposées? Nous sommes, chers amis, Monsieur le ministre, nous sommes le seul pays européen où une réglementation aussi draconienne est imposée. Pourquoi? Voilà la question que je pose. Pourquoi pousser le principe de précaution jusqu'à empêcher en pratique la transition écologique? Et ce n'est pas votre ministère, je le dis aussi publiquement, qui a pondu ces normes. Le seuil d'application de l'arrêté dépôt de recharge pour les véhicules électriques est donc fixé à 10 véhicules, ce qui implique que la quasi-totalité des AOM françaises sont concernées. Sans contester la légitimité des précautions de sécurité incendie et pour ne pas pénaliser la nécessaire transition énergétique de tous les réseaux de transport public, le GART demande le relèvement de ce seuil à un minimum de 30 véhicules. Sinon, même les petites AOM, et ils auront les plus grandes difficultés. Enfin, je veux mentionner l'implication forte du GART dans la création d'un écosystème autour de la mobilité servicielle. Le GART compte sur une forte implication de tous les acteurs de la mobilité, publics comme privés, pour atteindre l'objectif de mise en œuvre de nouveaux services fondés sur cette mobilité avant la fin de l'année 2022. Dans les mois qui viennent, les campagnes électorales présidentielles et législatives vont permettre de reparler de l'urgence climatique et du rôle des transports publics dans notre pays. Il faut s'en féliciter. Et le GART espère que les échanges sauront rester rationnels, loin des passions et d'une certaine démagogie. En tout cas, comme nous le faisons depuis 40 ans, nous serons présents pour apporter au débat public nos arguments et notre expérience. Quand je dis depuis 40 ans, vous comprenez, mesdames et messieurs, que je ne peux pas terminer mon propos sans vous dire quelques mots de notre 40e anniversaire. Nous sommes un quadragénaire, nous nous portons très bien. Dans ce cadre, nous avons déjà organisé une webconférence avec Anne-Marie Idrac, avec Jean Viard en juin dernier. Aujourd'hui, par un clin d'œil à Jules Verne, nous publions le Tour de la mobilité durable en 80 mots. Il s'agit de l'abécédaire du GART auquel ont contribué 98 personnalités s'intéressant au monde de la mobilité. Parmi ces personnalités figurent des professionnels. Merci. Non, c'est de l'eau. Tout de suite. Des anciens ministres, des philosophes, des chercheurs, des élus locaux ou nationaux, le Premier ministre, Jean Castex, qui a signé la préface, Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et aussi, bien sûr, vous-même, Monsieur le ministre des Transports. Merci pour cet appui. Et puis, puisqu'on est au 40e anniversaire, hier soir, vous voyez, Monsieur le ministre, vous avez raté quelque chose. Notre conférence. Dans cette conférence auquel Jean-Luc est venu, parce que je lui avais dit ça va être décapant. Alors il est venu, et ce que nous avons entendu, ce n'est pas ce qui se passe à 20 000 km de chez nous. Ça se passe juste derrière la frontière, entre la France et la Suisse, Monsieur le ministre. Et cette chercheuse de l'Institut Polytechnique de Lausanne, organisme réputé ici l'année, est venue nous expliquer ce qu'ils faisaient chez eux en Suisse. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu vraiment, les gens ont applaudi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout simplement où ils en étaient, et donc nous, du coup, ça nous donne des ambitions, tous les quatre. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre,
cet abonnement général qui permet en Suisse, avec une carte, vous voyez, une petite carte comme ça, de circuler de tous les côtés, du nord au sud, de prendre tous les moyens de transport. Elle nous a expliqué que c'est une des bases du transfert modal en Suisse. Elle nous a expliqué comment on pouvait développer le transfert modal par non seulement la fréquence, mais l'amplitude horaire du service que nous rendions. Et à ce moment-là, on voit cette bascule se produire. Alors, je vais faire un vœu devant vous tous, Monsieur le ministre, c'est celui que cet abonnement général, qui existe depuis des années à côté de chez nous, on en fasse un objectif commun pour vous, pour nous tous, et qu'on se donne les quelques années qui viennent, parce que j'imagine que ça ne sera pas dans les 6 mois, mais j'aimerais qu'on vise cet objectif, parce que là, ce jour-là, eh bien, les transports publics et la mobilité au sens large, parce qu'il faut aussi des vélos, il faut aussi des moyens de locomotion personnelle et de la marche, on l'oublie trop souvent, eh bien, cet ensemble-là que nous pilotons, nous tous, ensemble, eh bien, que nous puissions atteindre cet abonnement général qui existe. Aussi, pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous citer et de reprendre à mon compte vos propos. C'est bien souvent l'absence des choses qui nous fait prendre conscience de leur valeur. La mobilité ne fait pas exception. C'est dans l'immobilité que l'on comprend véritablement combien elle nous est essentielle. Voilà 40 années que le GART et ses adhérents engagés pour faire de la mobilité un droit pour tous. À cet égard, les prochaines années s'annoncent plus enthousiasmantes et plus prometteuses encore. Longue vie au GART, fermez les guillemets, c'est M. Djebari, ministre des Transports, qui nous a écrit ça. Et je rajouterai, et longue vie au GART, et à tous ceux qui, depuis des années, ont contribué à son succès. Monsieur le ministre, Madame, et vous tous, un grand merci pour votre attention. Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, monsieur le préfet, monsieur le président du GART, cher Louis, madame la présidente de l'UTP, monsieur le président du GIE, madame la présidente de région, chère Carole, monsieur le président du Conseil économique et social environnemental régional, bienvenue à vous tous. Heureux de vous accueillir ici avec mon collègue qui se cache derrière le préfet, Jean-Michel Latte, le président de Tisséo, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité de l'agglomération toulousaine. On est très heureux d'accueillir et très fiers d'accueillir le 40e congrès du GART et de dire nous aussi vive le GART, bon anniversaire, et puis d'accueillir les rencontres nationales du transport public qui vont avec, dans un cadre totalement nouveau que nous avons inauguré il y a quelques semaines à peine, ce MITS par des expositions qui est donc le plus moderne et désormais un des plus importants de notre pays. La première raison pour laquelle nous sommes heureux de vous accueillir, c'est que nous croyons dans l'avenir des transports publics. Je l'ai dit hier soir à la conférence inaugurale, je le redis devant Monsieur le ministre. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, à la faveur de la crise sanitaire, ont sorti un certain nombre d'analyses ou d'opinions un peu rapidement émises, selon lesquelles, du fait des difficultés rencontrées par les transports publics lors du premier confinement, eh bien, peut-être fallait-il remettre en cause le système. Non, nous croyons à la pertinence et à la nécessité des transports publics comme à la fois facteur d'inclusion sociale et levier majeur de la transition énergétique et notamment de la décarbonation de nos villes. Nous y croyons ici à Toulouse puisque, et merci Louis d'avoir souligné cela, nous avons fait le choix avec mes collègues de la métropole, en partenariat avec la région et le département, on a fait le choix d'un investissement fort en matière de transport en commun sur le territoire de
de l'agglomération toulousaine, la grande agglomération toulousaine, puisque nous prévoyons d'y consacrer plus de 4 milliards d'investissements au cours des années qui viennent. Et je sais que vous êtes nombreux à visiter aujourd'hui, demain, le téléphérique que nous mettrons en service d'ici quelques mois et qui sera, en France, le téléphérique urbain le plus important. Et puis, dans 15 mois, nous démarrons un chantier majeur, celui de la 3e ligne de métro, qui sera, après les travaux du Grand Paris, bien évidemment, qui sera l'investissement en transport public le plus important dans une agglomération française. Donc, avec le développement des bus express, avec le développement du vélo, nous confortons tous les moyens de se déplacer, alternatifs à la voiture individuelle, pour que les déplacements s'affirment davantage encore comme vecteur de transformation de la ville. Et je salue les industriels qui sont présents ici, parce que votre rôle est essentiel. Nous avons la volonté politique, nous mettons en place les moyens budgétaires. Pour autant, il faut qu'il y ait des solutions technologiques, il faut qu'il y ait des progrès, et nous savons, par expérience, parce que nous sommes sur le terrain, usagers, nous savons que telle ou telle innovation, telle ou telle caractéristique technique qui peut paraître petite ou secondaire en première approche, en réalité peut avoir une grande importance pour les gens et pour la praticité de nos transports. Je voulais aussi saluer l'engagement de l'État. L'engagement de l'État que nous sommes en train de vivre avec Monsieur le Préfet, avec Carole, avec d'autres acteurs, c'est celui de la ligne à grande vitesse. Nous avions des souvenirs désastreux du 1er juillet 2017 à Bordeaux, où effectivement la doctrine exposée paradoxalement en inaugurant le Tour Bordeaux LGV était de dire on arrête les LGV. On s'est battu, beaucoup, on n'a rien lâché, et je tiens à saluer le fait que l'État a évolué sur cette question et désormais nous accompagne de manière très proactive à travers Monsieur le Préfet, et je salue bien évidemment le rôle du Premier ministre. Et puis, je ne peux pas parler devant vous, Monsieur le ministre, sans dire toute ma solidarité avec les positions que vient d'exprimer notre président, Louis Nègre, au nom du GART, au sujet des compensations que l'État nous a accordées depuis maintenant un petit peu plus d'1 an pour faire face aux conséquences négatives dans nos budgets de la crise sanitaire, puisque nous avons subi une chute drastique des 2 recettes principales qui alimentent le système, tant en investissement qu'en fonctionnement, c'est-à-dire la recette voyageurs et le versement mobilité. Alors c'est vrai, il y a eu des réponses, mais comme l'a détaillé avec des chiffres tenus de manière métronomique par notre président, la compensation au jour d'aujourd'hui est vraiment très très loin de représenter la totalité de ce que nous avons perdu. Et lorsque je compare le traitement de l'Île-de-France et le traitement des autorités organisatrices de mobilité de province que nous sommes, et nous le revendiquons comme tel, il y a une inégalité. Avec Johanna Rolland, la présidente de France Urbaine, nous avons, il y a quelques semaines, reçu le Premier ministre et nous lui avons dit qu'il fallait mettre fin à cette inégalité de traitement et que les agglomérations ici et là en France puissent être traitées comme Île-de-France Mobilité. Et puis je veux également souligner la qualité du travail de Philippe Duron, dont on ne présente plus la multiplicité des travaux sur des sujets majeurs concernant la mobilité de notre pays. La LGV dont je parlais lui doit sa part. Il a fait des propositions extrêmement fouillées, très documentées, objectivées par un parangonnage, un benchmarking, pour ceux qui veulent la traduction du mot parangonnage, européen,
Et je crois que le gouvernement, pour être en concordance de vue sur cette ambition partagée au service de la transition écologique du pays et de la mobilité durable, le gouvernement, me semble-t-il, aurait tout à gagner à se pencher sur ces travaux et de pouvoir en tirer un certain nombre de mesures qui viendraient conforter notre ambition. Et puis je veux également formuler une mise en garde devenue traditionnelle, mais on sait que c'est une expression qu'il faut renouveler régulièrement. Les gouvernements, les uns après les autres, de toutes couleurs, sont régulièrement tentés de venir, au nom de la nécessité d'alléger les impôts de production des entreprises, de venir remettre en cause ici ou là tel ou tel aspect du VT, devenu VM, de le rogner. Moi, je comprends tout à fait qu'il faille améliorer la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs homologues d'autres pays. Mais à ce moment-là, il faut réfléchir à un système alternatif qui soit solide et non pas à telle ou telle mesure de compensation qui, en général, ne produit que des effets à court terme et qui, au bout de 2 ans, se trouve divisé par 2 ou par 3 à notre détriment. Nous avons un système de financement des transports publics original. À partir du moment où on remet en cause tel ou tel aspect d'un de ces piliers fondamentaux, alors ça ne peut pas se faire à la faveur d'une loi de finances ou de tel ou tel amendement de la discussion budgétaire. Ça ne peut se faire que par une réflexion partagée, de fond, tendant à faire émerger éventuellement un modèle financier alternatif. Enfin, je terminerai par une considération comme élu urbain, pour dire que les élus urbains sont les mieux placés pour faire des choix et pour maîtriser la totalité des recettes nécessaires au financement de leurs projets sur le territoire urbain. Nous en avons la légitimité démocratique et surtout, nous sommes les élus de proximité qui avons la connaissance fine des besoins de nos concitoyens et de nos entreprises. Et donc, je mets en garde contre toute idée d'éventuelle tutelle. Les élus urbains doivent rester, pour les politiques de mobilité, souverains de leurs décisions et souverains de leurs recettes. Pour autant, nous devons bien évidemment multiplier, accentuer et approfondir la coopération avec la région, qui s'est vue confier de nouvelles responsabilités, notamment dans le périurbain, par la loi LOM. Nous devons améliorer les interconnexions, l'intermodalité. Nous devons travailler, ce n'est pas facile, la question complexe et technique de la convergence tarifaire. Nous devons également nous placer à la place de l'usager pour lui faciliter la tâche et faire en sorte que l'information pour se déplacer soit unifiée, simplifiée et donc davantage attractive. C'est dans cet esprit que nous travaillons ici à Toulouse, loin de l'idée d'une structure intégrée qui ne serait pas pertinente, mais dans un esprit de dialogue et de coopération. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le préfet de région, monsieur le président, cher Jean-Luc Moudenc, monsieur le président du Gard, cher Louis, madame la présidente de l'UTP et présidente également du directoire de Keolis, monsieur le président du GE, monsieur le président du Césaire, mesdames et messieurs, ravi de pouvoir être ici à vos côtés, monsieur le ministre, pour ces rencontres à Toulouse qui n'avaient pas eu lieu depuis un certain nombre d'années, et bienvenue au Gard qui fête ses 40 ans, tout comme le TGV. Vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, la question des transports est primordiale dans une société, bien sûr dans une économie, parce que toute phase de développement économique a toujours été précédée d'un investissement massif dans les infrastructures de transport. L'Empire romain a tiré sa puissance des vias qui avaient été construites. Et cela est une constance
à travers des siècles. Pour avoir de la croissance, nous avons besoin d'avoir un investissement fort dans les infrastructures de transport. Et c'est pour cela que je défends qu'il y ait, dans le cadre d'un grand plan d'investissement, vraiment un effort significatif pour les infrastructures de transport de toute nature. Parce que nous avons besoin, pour consolider la croissance de notre pays qui a été confronté à une crise majeure sanitaire avec des conséquences économiques et sociales fortes, nous avons besoin de ce plan d'investissement pour faciliter les liaisons. Également, cela a été indiqué, les transports en commun, les transports publics, c'est bien entendu la question environnementale. Et là, nous devons en effet faire en sorte que le réseau, que les services à mener, que la tarification facilite l'utilisation de ces réseaux. Et puis également, les transports, c'est le lien. Et nous avons besoin de liens dans cette société, de liens entre les territoires, de liens entre les gens. Et cela a été dit dans les différentes interventions. Nous avons été privés de liens tout particulièrement depuis 18 mois, mais il ne faut pas se cacher la réalité. Le sentiment de solitude s'est exacerbé au fil des années, et cela malheureusement depuis plus longtemps que 18 mois. C'est pourquoi nous devons agir, et c'est pourquoi, en tant que présidente de Région de France, je porte bien sûr ce discours volontariste où, dans le budget des régions, notre premier budget, tu l'as rappelé, cher Louis, c'est le budget transport. Les présidentes et les présidents de région font preuve d'un grand volontarisme. Nous l'avons fait pour la prise en charge des dépenses sanitaires, pour également des aides massives à l'économie, en complétant bien entendu le dispositif remarquable du chômage longue durée, mais également du PGE. Mais nous devons continuer à pouvoir le faire. Vous le savez, Monsieur le Ministre, dans le projet de loi de finances qui a été présenté donc il y a de ça quelques jours, certaines dispositions en fait baissent les ressources des régions, ce qui est dommageable, mais nous avons un congrès jeudi et j'espère que Monsieur le Premier ministre pourra nous amener des bonnes nouvelles. Bien sûr, investir, c'est ce que nous faisons ici en région Occitanie. Tout d'abord, Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour le transfert de gestion que vous avez acté il y a de ça quelques jours sur Montrégeau-Luchon, mais également sur Alès-Bessèges, parce que nous partageons avec vous-même, avec bien sûr la SNCF, de pouvoir réouvrir ces lignes qui, pour une, va amener un désenclavement d'un territoire, mais également une attractivité touristique, et pour l'autre, d'amener un service à la population, tout particulièrement pour les jeunes, parce que nous allons pouvoir utiliser cette nouvelle ligne Alès-Bessèges, et tout particulièrement son premier tronçon Alès-Saint-Ambrois, pour la question du transport des scolaires, ce qui, là aussi, est assez innovant et très bon pour l'environnement. Donc, mes remerciements, bien sûr, pour ce transfert de gestion, parce que nous sommes convaincus que ces lignes d'aménagement du territoire ont un avenir et qu'il faut relier tous les territoires. Et puis, Jean-Luc Moudenc l'a indiqué, c'est bien sûr la question de la LGV. Parce qu'à travers la LGV Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Dax, et puis Montpellier-Perpignan, et puis Marseille-Nice, c'est un axe de développement sur le sud de l'Europe qui va complètement modifier les équilibres. Parce que nous avons eu, sur les 50 dernières années, un axe de développement nord-sud. Et là, avec cette liaison, cette complémentarité de ces 3 LGV, cela veut dire que nous avons un lien beaucoup plus fort avec la péninsule ibérique, mais également avec l'Italie. Et donc, c'est une liaison Atlantique-Méditerranée qui va permettre de rééquilibrer au niveau de la géopolitique européenne tout le sud de l'Europe. Donc nous y sommes en effet très, très mobilisés et nous pensons que nous devons pouvoir pousser les feux et nous y employons malgré un effort substantiel demandé aux collectivités locales. Et pour la région Occitanie, rien que sur Toulouse-Bordeaux, c'est plus d'1 milliard d'euros qui va être engagé. Mais nous sommes toutes et tous unis avec, bien sûr, la métropole de Toulouse, avec le département de l'Haute-Garonne et avec les autres départements et agglomérations de l'ouest de l'Occitanie. Alors, cher Louis, tu l'as indiqué, dans l'appel à projet transport qui
a été augmenté en termes de crédit et je m'en félicite. C'est pourquoi il faut aussi que les régions puissent avoir une augmentation des crédits pour leur politique transport. La première région, en termes de dépôt de dossiers sélectionnés, c'est notre région Occitanie, mieux que ta région de cœur, ou mieux que d'autres régions, mais nous avons en effet un écosystème qui est très dynamique. Nous voulons également, vous le savez, Monsieur le Ministre, avoir un service de qualité et sur la question de la ponctualité, nous avons fait des progrès. Donc je salue les équipes de Jean-Pierre Farandou et de son directeur régional. Nous avons encore des marges de progrès, mais nous sommes sur la bonne pente, donc il faut donner les encouragements. Et nous le faisons aussi sur la question de la tarification. Nous avons décidé une gratuité pour les 18-26 ans, mais pas une gratuité pour la gratuité. C'est-à-dire à partir du 11e trajet, la gratuité est effective. Les 10 premiers trajets, c'est donc demi-tarif. Cela veut dire que c'est une gratuité intelligente qui en fait donne une prime à celles et à ceux qui prennent donc le train. Et puis à notre jeunesse, nous devons lui donner un espoir, un témoignage de la confiance dans l'avenir. Et de pouvoir se déplacer, c'est bien sûr découvrir le monde. C'est comme le train à 1 euro, où chaque année, c'est 1,5 million de billets de train à 1 euro que nous mettons. Et ce week-end, c'est 55 000 billets qui ont été vendus sur l'Occitanie à travers la tarification. 55 000 billets vendus, c'est important. Et c'est 54% de fréquentation supplémentaire que nous avons eu par rapport, il y a de ça 2 ans, donc nous voyons que nous sommes vraiment en progression. Et puis ici en Occitanie, c'est la question des mobilités dans son ensemble. Nous y travaillons avec la métropole pour le technocampus à Francazal, sur la question bien sûr de l'aviation. Nous avons le leader mondial avec Airbus et nous défendons l'avion. Bien sûr, l'avion plus vert, l'avion plus électrique, plus léger, mais nous défendons l'avion parce que ce n'est pas une question d'écologie, l'avion. L'avion, c'est une question de conception de la société. Soit nous voulons du lien, soit nous voulons avoir une capacité de découvrir d'autres civilisations, de découvrir l'autre, et alors nous avons besoin d'avions pour traverser les océans, soit nous défendons une société du repli sur soi ou de la décroissance. Je ne suis ni pour la décroissance ni pour le repli sur soi. Je pense que c'est à travers les mains tendues, à travers les déplacements, que nous pouvons construire une société fraternelle, une société en paix, mais également une société de la croissance et intellectuelle et également économique. Et puis, bien sûr, le train à hydrogène. C'est, je le rappelle, 4 présidents de région qui ont initié ce mouvement et qui ainsi ont convaincu Alstom de venir. Le gouvernement a décidé d'attribuer une subvention de 33%. Je rappelle juste en Allemagne que c'est inversé, c'est-à-dire c'est l'État qui prend les 2 tiers et 1 tiers les régions, d'où la nécessité pour les présidents de régions volontaristes, que sont Jean Rotner, Laurent Wauquiez, Marie-Guy Dufay et moi-même, d'où la nécessité d'avoir des budgets pour pouvoir continuer à avoir cette action forte en complément des politiques d'État pour amener vraiment du service à la population. Et puis bien entendu, c'est la question du vélo. Cela vous a été présenté. En France, il y a une reprise en main de la souveraineté industrielle sur la filière vélo et qui irrigue à l'ensemble des territoires. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir le conforter. Donc, merci en tout cas, Monsieur le Ministre, de nous faire l'honneur d'être ici. Vous pouvez compter sur la combativité de l'Occitanie avec l'ensemble des collectivités locales et également la détermination de la présidente de Région de France. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente de Région, chère Carole Delga, Monsieur le maire et président de la métropole, cher Jean-Luc, Monsieur le Président du Gard pour ces mots aimables, cher Louis, la Présidente de l'UTP, Monsieur le Président du GE. Merci à tous, Monsieur le Préfet de Région, et j'ai aperçu Monsieur le Président, Directeur Général du groupe SNCF. Merci d'abord de votre accueil en Occitanie. J'y ai passé 3 des 4 derniers jours, donc je commence à m'y habituer heureusement, j'allais dire, après avoir vécu de belles années estudiantines. Je ne vous ferai pas le discours en occitan, mais je vais quand même partager quelques remarques
préalables. La première d'abord pour dire un très bel anniversaire au Gard. Je crois que Louis Nègre a très bien incarné cette quarantaine fringante du Gard. Quelques semaines après effectivement les 40 ans du TGV qui ont été un très beau moment, je crois, de rassemblement et d'unité de la nation autour de ce très beau projet de conquête technologique qui apporte tant à nos territoires. Et je souhaite, comme vous le disiez, Madame la Présidente, que nous soyons encore dans cette très grande dynamique de conquête impulsée de façon ascendante par les projets de territoire. Et ces rencontres y participent très, très largement. Je veux dire le plaisir de vous retrouver tous ici physiquement, les échanges que j'ai pu avoir avec les entreprises que nous avions, pour certaines, vues il y a 2 ans. Et nous pouvons mesurer à quel point le chemin, d'abord, est droit et les choses vont vite et s'accéléreront très certainement encore dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je veux aussi en profiter pour vous remercier de votre mobilisation exemplaire pendant la crise. Vous l'avez dit, hein, les transports, c'est le Larsen, a priori. Mais les transports, c'est surtout la vie économique et sociale. C'est évidemment la solidarité, l'inclusion. Vous en avez parlé les uns et les autres. Et cela, nous avons dû le faire vivre pendant une période particulièrement compliquée qui a été celle d'abord du confinement, puis après de la relance de l'activité. Vraiment un grand merci parce que pour construire à la fois, pour maintenir l'offre, pour construire les protocoles sanitaires, pour faire revenir les personnes, les usagers dans les transports collectifs, cela n'a pas été une mince affaire, mais ça a été une affaire collective. Et donc vraiment merci de votre mobilisation. Peut-être 3 remarques sur l'ensemble des choses qui ont été dites. Et comme vous avez parlé franchement, je veux aussi parler franchement, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'on est à la fois dans le moment de la plus grave crise économique des transports en général et des transports collectifs en particulier, de la plus grande transformation technologique et de la plus grande mutation des usages, avec un certain nombre de mutations, de transformations qui vont être durables. Vous évoquiez les uns et les autres le télétravail, les vidéoconférences, un phénomène qu'on a pu observer et qui se traduira peut-être de façon pérenne de démétropolisation, c'est-à-dire d'un retour notamment des urbains parisiens vers d'autres métropoles, des villes moyennes, parfois la ruralité choisie. Et c'est, à mon avis, une conséquence durable qu'on observe dans un certain nombre d'autres pays et pour lesquels il va falloir s'adapter. Alors s'adapter, c'est faire 2 choses. D'abord, effectivement, dans l'urgence, c'est amortir les effets de la crise et donc c'est compenser ce que l'État a fait pour l'ensemble des territoires, avec, je le sais, des débats techniques entre nous sur les modalités de compensation. Mais je redis les chiffres, 565 millions d'avances pour les AOM dites de province, 1,6 milliard pour Île-de-France Mobilité qui, comme vous le savez, concentre à la fois beaucoup d'investissements et évidemment le trafic le plus intense. Et là aussi, les choses continuent à avancer avec cette philosophie d'équité. Et nous rediscuterons à l'occasion des lois de finances à venir, évidemment, pour faire de cette philosophie une réalité tangible, Monsieur le Président. Et ça, c'est vraiment la philosophie qui nous a guidés, la compensation et le rendez-vous que s'était fixé l'État avec les collectivités pour bâtir ce plan d'amortissement de la crise. Et puis, bien sûr, l'investissement consenti au titre du passé, les investissements renforcés. Et vous avez eu la gentillesse d'évoquer l'action que nous avons menée au ministère des Transports pour doper, en quelque sorte, ce 4e appel à projet pour les TCSP. Les apports que nous avons pu faire, notamment pour la ville de Marseille, ce qui porte le budget global consenti par l'État, le soutien de l'ordre de 2 milliards d'euros pour la période de 2017 à nos jours. Et j'y reviendrai dans un instant. J'avais dit que j'allais dire les choses, donc je vais les dire. Parce que aborder un nouveau paradigme avec tant de mutations concomitantes sur le plan des modèles économiques, sur le plan de la transformation des usages, c'est évidemment parler de tarification, qui est le 2e grand sujet que nous avons collectivement devant nous et qui, évidemment, relève très largement de votre compétence. Et là-dessus, je vous le confirme, la volonté de tutelle de l'État n'existe pas. En revanche, et Madame la Présidente l'a très bien dit, il y a un débat qui s'est installé depuis quelque temps sur la gratuité totale et générale des transports, notamment des transports en commun. Et je mets en garde sur ce débat qui me paraît relever davantage d'une chimère, dans la mesure où cela conduirait d'une part à ne pas développer l'offre là où elle est nécessaire, et d'autre part de déséquilibrer aujourd'hui un système qui fonctionne très correctement, alors singulièrement ici en Occitanie, l'équilibre entre le versement mobilité d'une part et les recettes tarifaires d'autre part. Et cela conduirait
inexorablement à réduire l'offre et donc à réduire le service que nous offrons à nos populations. Et je crois que de ce point de vue-là, nous sommes alignés sur la philosophie. Il faut maintenant en faire une réalité. Sur ces sujets, vous avez salué les uns et les autres l'immense travail de Philippe Duron, qui s'est encore commis dans un rapport fort intéressant que tu m'as présenté il y a quelque temps, et qui permettra d'ailleurs, d'abord et pour commencer, de créer un observatoire sur la tarification dans les transports. C'est important en termes de parangonnage, de benchmark, comme on dit, et c'est important pour objectiver les faits et pour donner à voir ces grandes mutations et donc prendre des décisions qui sont importantes et très structurelles. Une autre recommandation que tu as présentée porte sur l'étalement des horaires scolaires. Alors c'est un vieux sujet en définitive, mais qui aujourd'hui prend une importance tout à fait considérable. C'est que Keolis avait fait à l'étude à Rennes, de mémoire, une première expérimentation, et ça remonte à quelques années, peut-être 2014 ou 2016. L'idée est là, bien entendu, pour l'État de soutenir cette démarche, d'aller possiblement vers une généralisation, si cela est opportun, en lien avec les collectivités, l'éducation nationale et l'ensemble des parties prenantes. Et de ce point de vue-là, l'écosystème, et notamment France Mobilité, qui permet d'accompagner ces logiques ascendantes, sera pleinement mobilisé. Vous l'avez dit, et le salon et les rencontres le démontrent bien, le grand sujet de ces prochaines années, c'est l'innovation, en toute matière. L'innovation énergétique, et nous reparlerons dans les mois qui viennent de ces technologies qui sont complémentaires et qui parfois peut-être s'affrontent, se concurrencent avec des horizons de temps un peu différents. Je pense à l'électrique, évidemment au biogaz, à l'hydrogène qui va devenir, dans les décennies qui viennent, je crois, une très forte tendance et qui est particulièrement soutenue par l'État. Donc une innovation énergétique très forte, une innovation des usages et un besoin de rendre lisible les offres aux usagers. Et moi, je soutiens parfaitement l'idée d'avoir une application ou d'avoir une tarification ou un titre unifié pour les transports collectifs partout en France, parce que, vous l'avez dit, et cela est démontré dans d'autres territoires, c'est la condition du report modal vers les transports collectifs, et donc c'est une des conditions de remplissage, en quelque sorte, de nos engagements environnementaux aux uns et aux autres. C'est même la raison, ces innovations énergétiques et dans les usages, autour du numérique notamment, c'est même la raison qui a présidé à la création d'une agence d'innovation dans les transports pour aider à repenser ces modèles économiques en dur. On reparlera plus tard dans d'autres enceintes du train léger, mais aussi d'accompagner ces très grandes mutations tirées par l'énergie et le digital. Cela me fait une conclusion vers une transition, avant de conclure, vers la transition écologique, pour dire d'abord que je vois les choses avancer très vite. Nous étions à Nantes il y a 2 ans. J'avais souvenir d'avoir parlé à Iveco, qui à l'époque nous présentait son premier véhicule tout électrique. Depuis, les choses avancent vite, avancent bien. L'adoption, s'agissant des bus, de modèles les moins polluants est forte. Nous étions de mémoire à 40% de bus à énergie alternative au diesel en 2020. C'était 76% au 1er août 2021 et cela augmente encore. Alors c'est une dynamique qu'on connaît un tout petit peu moins sur les autocars pour des raisons que nous comprenons bien, mais le chemin, là aussi, la route est prise et l'engagement, la motivation, la très grande détermination des acteurs, j'allais dire, fait plaisir à voir, parce que le sujet, et cela a été dit par certains d'entre vous, c'est aussi la reconquête d'un tissu industriel français, la moindre dépendance sur tous ces sujets à des acteurs non européens, et donc c'est un élément d'adhésion de nos populations aux projets territoriaux, aux projets français et évidemment à l'idéal européen. Pour ce faire, nous mobiliserons des moyens qui sont considérables. Je ne les cite pas tous ici devant vous, mais nous avons réabondé la DSIL de plus de 350 millions d'euros. Monsieur le préfet aura encore un peu de boulot dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Nous poursuivons, et nous l'avions annoncé avec le Premier ministre, le suramortissement des véhicules lourds, qui, on le sait, pour les entreprises, est une façon d'adopter de façon beaucoup plus rapide ces grandes transitions. Nous publierons la liste des lauréats du 5e appel à la manifestation d'intérêt territoire de nouvelles mobilités durables. Et puis nous poursuivrons, je souhaite que nous poursuivons ce programme de certificats d'économie d'énergie pour financer l'achat de près de 500 bus et l'électrification de 34 dépôts. C'est là aussi une question de crédibilité par rapport à nos engagements environnementaux. J'ai parlé d'hydrogène, j'ai parlé d'innovation. Peut-être dire un mot avant de conclure sur la philosophie du gouvernement en général, puisque vous avez très bien resitué le débat
dans une politique globale des transports, avec là aussi sur l'ensemble des secteurs, un secteur ferroviaire qui mute beaucoup, des efforts considérables consentis pour la régénération du réseau, avec l'envie non seulement de conforter la place de l'État là où c'est utile et nécessaire, sur les réseaux les plus circulés, de réengager des projets de lignes à grande vitesse, et le Premier ministre et le Président récemment ont été extrêmement explicites sur Marseille-Nice, sur Montpellier-Perpignan, sur Bordeaux-Toulouse, pour compléter notre réseau à grande vitesse, de repenser pour les lignes dites petites lignes de nouveaux modèles économiques, en déléguant évidemment une partie du réseau aux régions pour y tester de nouveaux modèles, le train hydrogène, le train léger, demain peut-être des navettes autonomes, bref, de faire fleurir cette innovation française qui, encore une fois, est présente dans tous nos territoires et qui innove et invente beaucoup. Et puis, bien sûr, c'est l'ensemble des actions que nous menons pour accompagner la transition énergétique, je l'ai dit, pour faire la grande transition de nos parcs routiers, pour les transports légers et pour les transports lourds. Et puis, c'est préparer la suite de ces révolutions énergétiques. Je parlais de l'hydrogène pour en faire une ère de conquête française. On avait réussi dans l'après-guerre, puisque vous faisiez des références historiques à juste raison, on avait réussi après la Seconde Guerre mondiale à reconstruire des attributs de puissance très forts pour la France autour des infrastructures de transport et de l'énergie. Je suis convaincu que ce moment qui s'ouvre devant nous peut être un grand moment de conquête et de prospérité française. Et on sait que la prospérité, dans les modèles que nous défendons, préside évidemment ou potentialise la solidarité sociale que nous appelons tous de nos voeux. Alors pour finir, puisque les uns et les autres, vous avez évoqué un temps très politique qui s'ouvre devant nous, et que j'entends dire dans le même moment certains qui aspirent aux plus hautes fonctions que le meilleur moyen finalement de ne pas polluer serait de restreindre nos libertés. Certains prennent même un ministère de la démobilité, ce qui me pose pour le coup un vrai problème personnel. Je veux dire que nous le reposons ici, et je crois collectivement, la philosophie de l'action, celle d'une écologie de progrès, celle qui tire parti de l'innovation qui rayonne, je le disais, dans nos territoires, celle qui fera de l'écologie une réalité tangible pour nos concitoyens, et bien sûr celle, Monsieur le Président, qui fera de la mobilité un droit pour tous demain. Alors vive le Gard, vive les transports collectifs, et très bon salon à tous. Et donc, Monsieur le ministre, Pardon ? Et vive l'UTP, puisque j'y suis rappelé, mais je le fais avec évidemment beaucoup de plaisir. pour les 40 ans, Monsieur le ministre, le tour de la mobilité, hein, Madame la Présidente des régions, Monsieur le Président de la métropole de Toulouse, voilà l'ABCDR. Et vous avez cité les bons auteurs, Monsieur le Président. Merci à tous. Merci.